Bonjour les jolis cœurs, j'espère que vous allez bien, que vous allez mieux que moi. Alors moi je suis sur la fin d'une grippe. Voilà, j'ai eu un rhume et regardez, ça va même laisser des traces. Mais voilà, je m'en sors, ça va. Et je suis prête à vous présenter du coup une nouvelle pile à lire qu'on va dire, voilà, elle est pour l'hiver et le printemps. Me connaissant, j'ai quand même mis pas mal de livres, il y en a bien une douzaine. Donc on commence tout de suite. Alors, j'ai mis évidemment le dernier tome. Il y a le prix dessus, c'est magnifique. C'est Le Royaume immobile, donc c'est le troisième tome du Paris des Merveilles de Pierre Pével, ici aux éditions Folio SF. Alors, bon, écoutez, voilà. Et en fait, j'avais hésité à le lire parce que le deuxième m'avait moyennement plu. Autant le premier, je le trouvais sympa, le deuxième, j'étais un peu moins dans l'intrigue. Donc voilà, bien entendu, ben, j'aimais bien l'ambiance, j'aimais beaucoup les personnages. Et du coup, je me suis dit, allez, essaye de conclure cette trilogie. Si ça tombe, tu vas terminer, tu vas bien aimer ce troisième tome. Des fois, les deuxièmes tomes, c'est comme ça, on les aime un peu moins. Donc je me dis, allez, tu connais l'ambiance, tu connais les personnages, fais un effort. Et du coup, c'est ce que je vais faire. Et on est ici sur un 430, 440, 450 pages à peu près, ouais, voilà. Donc voilà. Alors, j'ai mis beaucoup de suites, vous allez voir, mais il faut bien avancer parce que c'est bien joli d'acheter des livres, mais si après c'est pour lire la suite dans 2 ans et que j'oublie, je me suis dit ça sert à rien, donc j'essaye de fonctionner autrement. Donc ici j'avais lu Grace and Fury, le tome 1, j'avais bien apprécié, vous pouvez aller voir dans un point lecture, vous trouverez mon avis. Et du coup, j'ai pris le deuxième qui termine cette duologie. C'est Reine des ruines de Tracy Bengart et c'est aux éditions Hachette Roman. Donc ici, on suivait en fait Nomi et... euh, c'est quoi le nom de son autre sœur? Et c'est Rina. Donc ce sont deux sœurs et en fait en bref, hein, vraiment, il y a une sœur qui a été éduquée pour faire partie, peut-être être l'élue en fait du prince. Et donc elle manie la harpe, elle parle très bien, mais elle n'est pas spécialement cultivée pour autant. Mais voilà, elle a l'art et les manières, on va dire, l'art et la manière. Tandis que sa sœur, elle est née pour être quelque part une suivante, donc la suivante de sa sœur. Donc si le prince prend pour future épouse sa sœur, qui a été donc éduquée pour, eh bien elle sera sa suivante toute sa vie, mais voilà, c'est un royaume en fait où on ne peut pas lire en fait, où les femmes ne peuvent pas s'instruire. Et sa sœur, la suivante, on va dire, elle, quand même, elle a quand même appris à lire grâce à un ami. Donc voilà. Et à un moment donné, elles vont se rendre à ce bal, sauf que ce n'est pas la sœur qui a été préparée à être l'élue qui est choisie, mais l'autre, la suivante. Voilà. Donc je m'arrête là, mais c'était très très intéressant. Il y a eu un twist dans le premier livre que je n'avais pas vu venir et qui m'a fait m'accrocher au livre et j'ai fait oh là là, c'est génial. Donc voilà, je suis contente de pouvoir retourner dedans et que ça fait pas longtemps que je l'ai lu, donc je vais pouvoir savoir la suite. Entre eux, évidemment, je me suis casé le tome 9 des carnets de l'apothicaire, toujours avec Mao Mao, avec les plantes, les poisons, les histoires, qui est son père, les courtisanes, etc. Donc c'est toujours aussi sympa à lire et ça se lit très vite. Et comme beaucoup de monde, j'ai été attirée pour lire La femme de ménage de Frida McFadden aux éditions J'ai lu. Il a tellement de succès ce livre, c'est un truc de dingue. Il paraît que le 2 est pas terrible, le 3 remonte un peu on va dire remonte un peu les points. Donc, mais celui-là, il a fait apparemment, vraiment, il a eu un succès fou quoi. Donc dites-moi si vous l'avez lu. Alors lui, s'il fait 411 pages, voilà. Ouais. Et donc, je vais vous lire, je vais pouvoir vous lire du coup ici. Euh,
parce que bon, c'est dur de vous expliquer un troisième tome. Voilà, ici, là, j'ai pu vous expliquer un peu, mais voilà. Alors, la femme de ménage. Chaque jour, Millie fait le ménage dans la belle maison des Winchester, une riche famille new-yorkaise. Elle récupère aussi leur fille à l'école et prépare les repas avant d'aller se coucher dans sa chambre au grenier. Pour la jeune femme, ce nouveau travail est une chance inespérée, l'occasion de repartir de zéro. Mais, sous des dehors respectables, sa patronne se montre de plus en plus instable et toxique. Et puis, il y a aussi cette rumeur dérangeante qui court dans le quartier. Madame Winchester aurait tenté de noyer sa fille quelques années auparavant. Heureusement, le charmant monsieur Winchester est là pour rendre la situation plus supportable. Mais le danger se tapit parfois sous des apparences trompeuses. Et lorsque Millie découvre que la porte de sa chambre mansardée ne ferme que de l'extérieur, il est peut-être déjà trop tard. Voilà. Petit suspense, c'est rare hein, quand je lis ce genre de livre, mais ça m'arrive. Donc voilà, j'ai envie de voir ce que ça donne. Puis ça me change un petit peu de mes lectures de fantastique, fantasy, voilà. Et j'avais lu également le tome 1. Je ne sais pas si c'est une duologie ou si c'est une... Si c'est, voilà, c'est duologie. C'est une duologie, donc je suis contente aussi. Je vais pouvoir terminer des livres comme ça. Et donc c'est ce funeste destin de Colleen Byron aux éditions Sabran. Et en fait c'est la suite de Ce cœur empoisonné. J'avais vraiment bien aimé, je vous ai fait un point lecture dessus aussi. Donc vraiment en fait on se retrouve avec Briseis qui a le don de donner, de redonner vie aux plantes, carrément de donner vie aux fleurs, aux plantes, leur redonner un bel aspect. Elle va passer devant, vous avez une maison avec des fleurs en pot. Si elles sont toutes fanées, elles vont toutes revivre et pendant longtemps. Et n'a jamais su d'où provenait ce don. C'est une jeune fille qui a été, un bébé qui a été adopté par donc ses deux mamans. Et elle vit avec ses deux mamans. Et un jour, il va y avoir une avocate qui va venir chez elle au pluriel. Et elle va dire, ben voilà, tu as hérité d'un grand domaine avec une vaste maison qui te vient de ta tante, donc la sœur de sa maman qui est décédée, et sa tante est décédée aussi. Et de là va se découler plein de choses très intéressantes, c'est vraiment chouette. Il y a de la mythologie grecque, je préfère le préciser parce qu'on dirait pas comme ça, voilà. Donc moi du coup ça m'a mis encore plus dedans parce que la mythologie grecque arrive dans le premier tome vraiment après la première partie. Donc voilà. Et je me dis, oh mais ça c'est chouette, ça touche ça donne vraiment une autre touche, une autre dimension à l'histoire. Donc j'ai hâte de terminer cette duologie. Ça fera 2 duologies de terminer, je serai très contente. Parce que c'est bien d'avancer, comme je vous l'ai dit, dans ces sagas. Ensuite, j'ai mis un classique que je n'ai jamais lu, vu, oui, tant que vous voulez, mais jamais, enfin, tant que vous voulez, je ne l'ai pas vu tant que ça, donc même l'histoire, finalement, je la connais très peu. Je crois que j'ai vu 2 fois le film il y a très longtemps. C'est Orgueil et préjugés de notre chère Lady Jane Austen. Voilà, alors moi j'ai pris ce format-là, il y en a plein des formats d'Orgueil et préjugés. Donc c'est un livre c'est un classique. Donc je suis contente de lire un classique, d'avoir un classique dans ma pile à lire. 430 pages à peu près, voilà. Bon, c'est écrit assez petit. Assez rempli. Hein. Après, voilà, quand il y a des dialogues, ça va. Vraiment, c'est des courts chapitres, je vois. Bon. Écoutez, il n'est jamais trop tard. Je vous lis quand même la 4e de couverture. Désormais légendaire, Elizabeth Bennet et Monsieur Darcy émerveillent chaque lecteur en quête de romantisme. Elizabeth Bennet, la pétillante, et Monsieur Darcy, le vaniteux, ne cessent de se quereller et de se taquiner pour mieux tomber amoureux l'un de l'autre. Voilà, véritable comédie de mœurs, Orgueil et préjugés m'enseigne une intrigue sentimentale riche en rebondissements, où les personnages hauts en couleur sont toujours dépeints avec un humour et une ironie chère à Jane Austen. Et en fait, si vous voulez, dans ma bibliothèque, j'ai 1 ou 2 livres de Jane Austen, peut-être au moins un. Au moins un. Je regarde ma bibliothèque, elle est juste là. Je sais pas où j'ai été le caser, ce livre, mais bref. Voilà, je me suis dit, mais d'abord, lis Orgueil et préjugés quand même.
Donc voilà, un classique que j'ai mis dans ma pile, je suis contente. C'est très important, je trouve. Alors, surtout que j'avais jamais vu j'ai jamais lu. Ça tombe, j'ai déjà lu un Jane Austen, mais je sais plus quoi. Après, ça faisait longtemps qu'il était dans ma bibliothèque et franchement, c'est une duologie. Donc, je me dis au moins, je commence et je peux après prendre le dernier tome finalement et terminer. Donc, et puis, on part un peu dans un autre type de monde fantastique. Ici, il s'agit de Fable, l'aventurière des mers d'Adrienne Young aux éditions Rajo. Et en fait, le deuxième livre, en fait, je pense que c'est son visage en entier, quelque chose comme ça, ou un autre personnage, je sais plus, mais c'est très beau mis ensemble. Alors ici, ça c'est écrit très très grand, hein, du coup ça c'est super sympa. On est sur du 404 pages et c'est de la fantaisie maritime. Alors ici, depuis des années, Fable vit sur l'île de Géval. Elle ne doit faire confiance à personne. Les récifs coralliens sont son domaine. Là, elle plonge et extrait des gemmes qu'elle revend au jeune capitaine d'un navire marchand. Son départ pour les mers ouvertes aux tempêtes approche, car elle est décidée à retrouver son père et à conquérir son héritage. Voilà, j'ai vu beaucoup de bons avis sur Fable, donc ce côté maritime, ce côté un peu pirate, moi j'aime beaucoup. Ça fait longtemps que j'ai pas lu, voilà, d'aventure des mers, on va dire, donc ça me ravit de l'avoir mis dans ma palle. Et puis s'il est bien, voilà, je terminerai encore une duologie, donc ça c'est sympa. Voilà. Alors, ensuite, j'ai mis une suite, mais bon, ça, c'est des petits livres qui peuvent se lire vraiment indépendamment. Donc, ça, c'est chouette. C'est Sherlock, Lupin et moi. Les ombres de la Seine, aux éditions Le Livre de Poche par Irène Adler. Donc là, c'est le tome 6. Et j'aime toujours autant l'ambiance, j'aime toujours autant ce trio. Et ici, on va se retrouver en automne 1871. La guerre contre la Prusse est enfin finie. Les Adler retrouvent avec bonheur leur appartement parisien. Irène y est rejointe par ses acolytes Lupin et Sherlock. Le trio est vite plongé dans une nouvelle enquête lorsque le cousin d'Arsène disparaît. Alors qu'ils tentent de suivre sa trace dans les bas-fonds parisiens, les trois amis se retrouvent au cœur d'un dangereux affrontement entre bandes rivales. Voilà, ça c'est vraiment le truc qui me fait trop du bien à lire. J'adore me replonger avec eux. C'est un peu comme avec Agatha Raisin. Sauf qu'Agatha Raisin, j'ai été déçue si vous avez suivi mes aventures. Et puis voilà, on a toujours une petite illustration. C'est super sympa, même en livre de poche comme ça. Donc voilà, ça je sais que je vais continuer à lire sans doute. Parce qu'ils ont eu un chouette dynamisme entre eux, des chouettes répartis, ils trouvent des solutions ensemble, c'est vraiment des chouettes aventures de suivre quelque part Sherlock, Lupin et Irène quand ils sont jeunes, quoi. Franchement, je le conseille à tout le monde. Donc voilà. Donc ça, c'est la première partie. On va passer à la deuxième partie. Alors là, je sais que ce livre a été taré d'éloges et je l'ai toujours pas lu, mais c'est quand même un beau bébé, hein. Il fait 644 pages et il n'est pas écrit si grand que ça, quoi. Je vous ai pas encore dit le titre, je sais. Ça fait longtemps qu'il est dans ma bibliothèque, mais je sais que là, on part pour une saga très longue. Et que, à chaque pile à lire, je vais devoir en mettre un. Lettre écarlate de Meg Corbin, le tome 1 de Anne Bishop. J'ai dit de Meg Corbin, je suis biaise. Lettre écarlate, la saga Meg Corbin, tome 1 d'Anne Bishop. Je l'ai eu, bah oui, à 3,99, on s'est pas enlevé, c'est moche, hein, ça. Et les aventures de Meg Corbin, mais j'ai entendu tout le monde adorer. Je crois que c'est de l'urban fantasy, avec des loups-garous, ce genre de trucs. Ouais. Ça fait longtemps que j'ai pas lu de la Bitlit, donc j'espère que ça va bien passer. Parce qu'à un moment donné, ben voilà, moi j'ai grandi avec la Bitlit, donc à un moment donné j'ai été saturée. Voilà. Euh, bon, l'un des meilleurs romans de Bitlit de tous les temps. Urban Fantasy, effectivement. J'espère que ça va bien me plaire. Il paraît que l'humour de Meg Corbin est bien là, elle a un bon caractère, donc ça ne peut que m'enchanter.
Donc, au cas où, je reprends pour vous aussi. Meg Corbin est une Cassandra Sang, une prophétesse de sang, capable de prédire l'avenir lorsqu'elle s'incise la peau. C'est pas très gai quand même. Une malédiction qui lui a valu d'être traitée comme de la viande par des hommes sans scrupules, prêts à la taillader pour s'enrichir. Ok. Mais aussi un don qui lui a permis de s'échapper et l'incite à chercher refuge chez les autres, avec un A majuscule. Là où les lois humaines ne s'appliquent pas, même si elle sait, grâce à cette vision, que Simon Wolfgard causera également sa perte, car si le chef des loups est d'abord intrigué par cette humaine intrépide, peu de choses la séparent d'une simple proie à ses yeux. Ok, bon. Voilà, action, romance, on verra ce que ça donne. Les loups, ça fait tellement longtemps. Si je me mets dedans facilement, si ça me plaît, on verra tout ça. Après ça, j'ai mis un livre contemporain. C'est Un été sans les hommes. Alors non, on n'est pas en été, on est complètement en hiver, mais moi ça ne me dérange pas. C'est de Siri Hustvedt, aux éditions Babel. Une couverture très très jolie, je trouve, un peu, je sais pas, poétique quelque part. C'est un petit livre, depuis longtemps qu'il est dans ma bibliothèque. Il y a autant de, vous voyez, de nouveautés, de nouveautés au départ. Et puis après, on est sur les anciens machins. Et par contre, qu'est-ce que c'est écrit petit, sans espace, quasiment, c'est affreux pour les yeux déjà. Et puis on a l'impression de lire tout le temps. Vous voyez. Ouais, voilà. Après, je verrai bien. Et d'abord, qu'est-ce que ça raconte? Surtout que c'est un petit livre. 213 pages. Et 213 pages bien fournies. Un été sans les hommes, qu'est-ce que ça raconte? Incapable de supporter plus longtemps la liaison que son mari, Boris, neuroscientifique de renom, entretient avec une femme plus jeune qu'elle, Mia, poétesse de son état, décide de quitter New York pour se réfugier auprès de sa mère qui, depuis la mort de son mari, a pris ses quartiers dans une maison de retraite du Minnesota. En même temps que la jubilatoire résilience dont fait preuve le petit groupe de pétillantes veuves octogénaires qui entourent sa mère, Mia va découvrir la confusion des sentiments et les rivalités à l'œuvre chez les 7 adolescentes qu'elle a accepté d'initier à la poésie le temps d'un été, tout en nouant une amitié sincère avec Lola, jeune mère délaissée par un mari colérique et instable. Voilà. On verra. Je me lance vraiment, genre allons-y. Et là, vous allez me huer aussi parce que c'est quelque chose qui date. Phobos, le tome 1 de Victor Dixon. Alors j'ai déjà lu du Victor Dixon, hein, d'accord, mais pas Phobos. Donc c'est une petite saga. Apparemment, il y a 4 tomes plus les origines. Voilà. Et c'est aux éditions ici Robert Laffont. Bon, c'est écrit grand. Apparemment, on a l'air d'avoir des mails, ce genre de trucs. Il fait 432 pages. Écrit bien grand, donc je m'inquiète pas trop. Alors, 6 prétendantes, 6 prétendants, 6 minutes pour se rencontrer, l'éternité pour s'aimer. On se croirait mariés au premier regard. Ils veulent marquer l'histoire avec un grand H. Ils sont 6 filles et 6 garçons, dans les 2 compartiments séparés d'un même vaisseau spatial. Ils ont 6 minutes chaque semaine pour se séduire et se choisir sous l'œil des caméras embarquées. Ils sont les prétendants du programme Genesis, l'émission de speed dating la plus folle de l'histoire, destinée à créer la première colonie humaine sur Mars. Elle veut trouver l'amour avec un grand A. Éléonore, orpheline de 18 ans, est l'une des 6 élues. Elle a signé pour la gloire, elle a signé pour l'amour, elle a signé pour un aller sans retour. Même si le rêve vire au cauchemar, il est trop tard pour regretter. Bon, je sais qu'il a eu le grand prix de l'imaginaire, hein, double lauréat. Voilà, Victor Dixon n'est plus... j'aime beaucoup sa plume, il n'est plus à démontrer quelque part. Hein. Mais je voulais le retrouver dans ses premiers aussi, ses premières écritures. Donc voilà, j'avais bien aimé... je sais plus le titre, je sais plus.
Mais j'ai bien aimé un ou deux titres déjà de lui. Donc à voir ici dans le vaisseau spatial ce que ça peut donner. Parce que moi les vaisseaux spatiaux c'est pas toujours ça. Donc voilà. Après, ce roman un peu de science-fiction finalement, je nous ai mis un petit thriller encore, un petit policier qui traîne dans ma pile à lire depuis bien longtemps. C'est Play d'Anders de la Motte aux éditions Pocket. Ouais. Ici, livre de poche qui est depuis longtemps dans ma pile à lire. Il faut bien sortir les vieux brols, comme on dit. On est sur un 440 pages plus ou moins. Alors, entre guillemets, tu veux jouer? C'est le message qui s'affiche obstinément sur le téléphone portable trouvé par Henrik Peterson, loser vivant en marge de la société suédoise. Je suis vraiment désolée. En cliquant sur oui, Henrik ne se doute pas que la mise ultime de ce jeu pourrait bien être sa propre vie. Des messages menaçants. C'est ce que Rebecca, garde du corps, découvre régulièrement dans son casier. Et leur auteur en sait beaucoup trop sur son passé. Que cherche-t-il? À jouer avec elle? Les mondes de Henrik et de Rebecca vont se rapprocher de manière inexorable. Mais si la réalité n'est qu'un jeu, qu'est-ce qui est encore réel? Voilà. Apparemment, le livre est précédemment paru sous le titre Le jeu niveau 1, oserez-vous entrer? Aucune idée. On verra. On verra vu que bon, c'est pas trop mon style, mais on verra. Et là aussi, j'ai sorti encore un vieux brol, et on repart plutôt dans un monde merveilleux. Le pays des contes, le sortilège perdu de Chris Colfer aux éditions Michel Lafon Poche. Là, évidemment, il y a une série de livres. On n'en est plus à 3, c'est pas une trilogie, ça c'est, je sais pas combien il y en a. Alors, c'est écrit très grand, il n'y a pas grand chose à lire sur les pages. On est sur du 480 pages, plus ou moins. Au pays des contes, rien n'est comme on l'imagine. Boucle d'Or est une criminelle recherchée, Blanche-Neige dissimule un lourd secret, et le petit chaperon rouge n'a même plus peur du loup. Projetés dans cet univers par un grimoire enchanté, Alex et Connor n'ont qu'un seul moyen de rentrer chez eux, rassembler 8 objets magiques, si possible en évitant les foudres de la méchante reine, car cette dernière a un plan machiavélique qui pourrait bien les y enfermer, à tout jamais. Faites vos vœux. Bon, c'est un jeunesse, donc je vais devoir me caler sur le fait que c'est un jeunesse, et voir si je rentre dans l'histoire. Voilà. Après, je vois 8 objets magiques, ça me donne déjà une évaluation de peut-être 8 tomes. Je me souviens quand j'avais déjà pris pour la première fois, il y avait déjà quelques tomes de sortie, donc voilà. Ensuite, j'ai mis un contemporain, Les petites confidences du Tea Club de Vanessa Green aux éditions City Poche. 3 femmes, une tasse de thé, 3 vies sur le point de changer. Bon, j'avais envie, c'est écrit bien aéré. On est sur un livre de 400 pages. Voilà. Alors, 3 femmes se rencontrent par hasard lors d'une brocante et tombent amoureuses d'un même magnifique service à thé. Comme elles le veulent absolument, elles décident de le partager. C'est l'acte de naissance d'une sorte de club de thé, et surtout d'une formidable amitié qui va bouleverser leur vie. Il y a Jenny, impatiente de se marier avec Dan, mais tout se complique lorsqu'une femme qui peut tout faire échouer refait surface. Maggie, elle, a tiré un trait sur l'amour, mais le passé est sur le point de la rattraper. Enfin, il y a Allison. Tout semble lui sourire. Mariée avec son amour d'enfance, elle a 2 petites filles parfaites, jusqu'au jour où... Voilà. Bon, c'est encore des livres des fois qui peuvent être sympas, ça dépend, je sais pas trop gnangnan, si c'est bien écrit, si l'ambiance est quand même sympa. Donc voilà, et après le contemporain, j'ai mis un Neil Gaiman parce que je n'en ai jamais lu. C'est le seul que j'ai d'ailleurs, je pense, dans ma bibliothèque. C'est Stardust
aux éditions J'ai lu. Alors, c'est vraiment un petit livre, j'aime beaucoup les chapitres. C'est écrit par contre très très petit. Très très petit. Quand j'ai vu, j'ai fait wow. Encore plus petit que les autres qu'on a vus. Hein. Alors, il n'y a pas beaucoup de pages, heureusement pour moi. C'est un livre de 222 pages. Voilà. Alors, d'un côté, il y a Wall, paisible village niché au sein de la forêt. De l'autre, le pays des fées, univers d'enchantement, de sorcières, de licornes et de princes sanguinaires. Entre les deux, l'infranchissable muraille qui ceint le hameau et le sépare de féerie. Mais tous les 9 ans s'ouvre la foire des fées qui, durant un jour et une nuit, permet aux deux mondes de se rencontrer. Dans certaines circonstances, cependant, attendre si longtemps pour pénétrer en féerie est impossible. Tristran, bon je crois que pour lire je dirais Tris ou Tristan, parce que Tristran c'est un peu bizarre. Tristan Thorn a promis à sa belle l'étoile filante tombée du firmament de l'autre côté du mur. Attendez. Tristran Thorn a promis à sa belle l'étoile filante tombée du firmament de l'autre côté du mur, et aucun obstacle ne saurait s'élever contre l'amour. Bon, ça date, hein, parce que bon, il est quand même né en 1960. Je sais que c'est un livre qui a été écrit il y a longtemps. Ouais, hein, ça a été paru en 1999 pour la première fois, et ici en 2007. Donc autant vous dire que voilà, j'espère voilà, que j'apprécierai tout simplement. Voilà ce qui termine ma pile à lire. Il y a vraiment de tout. J'espère que cette pile à lire a pu vous inspirer à aller voir un peu dans votre bibliothèque ce que vous avez, ou peut-être louer un ou deux livres dans une bibliothèque, que ça a pu vous inspirer également. Vous voyez, il y a vraiment du neuf, du vieux. Après, le vieux peut être très très chouette et très sympa à lire. J'ai déjà fait de très belles découvertes en retournant dans des anciens livres de ma bibliothèque. C'est pour ça que j'aime bien mixer les deux. Bon, cette vidéo est un peu longue, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like si c'est le cas. Je vous fais des bisous lumineux, sans microbes, et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Salut!